bienvenue au débat de Québec solidaire entre Ève et Georges. Donc, on est très contents. Cette année, on a 2 candidats. Donc, on va débuter ceci. N'oubliez pas aussi qu'on a l'Assemblée d'investiture qui se déroulera le mercredi, le 4 mai, à partir de 19h. Officiellement, par contre, les votes vont vraiment commencer à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Donc, si vous arrivez après 20h, malheureusement, ça va être trop tard. Donc, ça se tiendra désormais au pavillon du Jardin, au 5295 rue des Violettes. Et c'est écrit dans nos nouvelles communications de changer de lieu pour que ce soit accessible à tous. Et il faut apporter une carte d'identité avec photo et une adresse là, pour voter réellement. Et Catherine Dorion sera à Vélote des pieds tâcherons pour animer la fin de soirée. Et pour le vote postal, les membres ayant demandé un vote postal ont jusqu'au 30 avril pour nous les envoyer. Et donc 4 jours avant l'Assemblée pour qu'ils soient bien comptabilisés. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du débat. Et aussi, nous allons et du tirage au sort, il y en aura un pour déterminer qui sera la première personne à parler. Donc, nous allons d'abord déterminer justement quel est le tour de parole pour faire une présentation. Là. Ils auront chacun 5 minutes pour se présenter comme personne. Et ensuite, je procéderai à la pige pour connaître l'ordre du vote-parole. Nous alternerons par la suite entre les 2 candidats. Donc, comment ça va fonctionner? On a toujours pour les questions, on a une personne qui commence par rapport à la question. Puis ensuite, on a un petit moment là, qui entre les candidats là, pour qu'ils se posent une question. Donc, on changera la personne à ce moment-là. Et nous avons le cher Samuel, notre collègue Samuel ici, avec 3 affiches qui vous dira alors là, quand il restera 1 minute, 30 secondes, quand ce sera vraiment à la fin. Je vous inviterai vraiment à respecter le temps de parole pour qu'on s'assure que ce soit équitable entre les 2 candidats. Et allons-y. Par la suite, les candidats auront 2 minutes et demie chacun pour répondre à la première des 4 questions de ce débat. Donc, après avoir entendu les 2 candidats, ils auront 5 minutes pour une période de questions-échanges entre les 2. Chaque personne dispose de 30 secondes pour poser une question sur le thème et l'autre personne dispose de 2 minutes pour répondre. Et on reprend la même procédure pour chacune des 3 questions. Et par la suite, nous aurons à peu près 30 minutes pour les questions du public. Nous allons respecter donc l'alternance entre les hommes et les femmes. Donc, je vais premièrement demander les femmes lever la main, choisir la personne qui va poser la question et on va faire vice-versa pour s'assurer que ça respecte l'alternance. Et finalement, les candidats auront 2 minutes chacun pour nous faire une brève conclusion et ceci conclura notre débat. Est-ce que ce déroulement est clair pour vous? Oui? Parfait. Alors, débutons. Et je vais donc aller chercher mon petit sac avec les 2 noms. Donc, la première personne à parler sera Ève. Donc, Ève, tu peux venir à l'avant pour te présenter. Bien, bonjour, merci beaucoup d'être là, vraiment, de venir un samedi comme ça, il fait très beau. Ça me fait plaisir, merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là. Merci Annabelle pour la présentation. Écoutez, moi mon nom c'est Ève Duhem, je suis une personne qui vient d'une famille de 7 enfants. Et puis, on a eu un épisode assez difficile. Mon père a eu un accident. Et il est devenu handicapé, il est devenu paraplégique. Et ça nous a rassemblés autour de la famille. Les médecins voulaient le mettre en institution, puis ma mère a dit non, on le garde à la maison. Alors ça m'a appris à vivre l'entraide, ça m'a appris à nous débrouiller, on avait très peu de revenus, même si mon père était un professionnel, il était ingénieur. Et il est devenu président de l'Association des handicapés, ma mère était travailleuse sociale, elle a appris vraiment, elle était enseignante au cégep, elle était traductrice. Alors, moi, j'ai suivi sa voie parce que c'était une personne, des personnes, mais ma mère, elle était aux côtés des agriculteurs de Mirabel. Elle était aussi à la défense du vieux palais à Saint-Jérôme qu'on voulait détruire. Alors, moi, j'ai grandi là-dedans. Alors, j'ai fait mes études au cégep de Saint-Jérôme, puis j'ai travaillé, mon premier travail a été éducatrice en garderie. Et puis là, dès lors, j'ai été représentante des employés sur le conseil d'administration.
Puis, j'étais au regroupement des garderies comme représentante et à l'exécutif. Alors, les instances démocratiques, j'ai connu ça très tôt. Puis l'implication citoyenne très tôt aussi. Par la suite, pendant que j'étais travailleuse, j'ai commencé à faire des cours à Sherbrooke au niveau de la psychosociologie. En fait, c'était l'animation de groupe et les relations interpersonnelles. Et il s'est ouvert un cours en psychosociologie qui était très nouveau à Montréal, psychosociologie dans le département de la communication. Alors, j'ai fait des cours en psychologie, puis j'ai fait des cours en sociologie, donc la personne m'intéresse, la société m'intéresse, l'environnement m'intéresse, et la communication verbale, mais dans les médias aussi. Alors, suite à ça, j'ai encore une fois travaillé, même si j'étais étudiante à Montréal, j'étais remplaçante dans les maisons d'hébergement, puis je travaillais dans une radio aussi. Puis, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un projet très novateur qui était une ressource de jour pour les femmes victimes de violences qui avaient été en maison d'hébergement. Alors, on faisait des visites, et puis on se retrouvait avec elles, et elles décidaient de ce qu'on allait faire. Elles avaient décidé un repas communautaire, elles avaient décidé qu'on allait jouer au baseball, au parc, avec les enfants, qu'on aurait une conférence au niveau d'une sexologue. Tout ça faisait que ce qu'on appelle le pour et par, moi je l'ai commencé tôt. Puis l'approche féministe aussi, parce que c'est faire la place, donner la parole, puis donner le pouvoir aussi aux gens. Alors ça, c'est mon début de parcours. Par la suite, j'ai fait aussi l'école de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie parce que j'ai vécu des déceptions. On nous a coupé nos subventions alors que c'était un projet qui était valable et aussi qui sauvait de l'argent au gouvernement puisque les femmes ne retournaient pas en maison d'hébergement. Alors ces déceptions-là m'ont amené à aller vers le tourisme, puis j'ai voyagé. Mais je suis revenue à mes premières amours. Quand j'ai eu ma fille, je suis retournée sur le marché du travail après un petit bout de temps, mais comme intervenante. Et à ce moment-là, ça a été en santé mentale. J'ai cofondé une ressource en santé mentale qui, ça fait une trentaine d'années, qui est toujours sur pied. Et puis j'ai travaillé aussi dans des ressources, sur des projets encore novateurs avec les jeunes de la rue. Alors là, il y a beaucoup à dire. Vous allez pouvoir voir sur ma page Facebook, puis j'ai aussi apporté un résumé là, de mon parcours. Je vais vous dire pourquoi je suis ici à Québec solidaire Charlebourg. Je travaille à Charlebourg. Je suis intervenante auprès des proches aidants, des personnes en besoin. Ça peut être des familles, c'est beaucoup des aînés. Alors, mon travail, je parcours tout le territoire. Je suis au comité Forêt Charlebourg. J'ai été à la défense de la Grande Serre, ici, de l'ancien zoo. J'ai fait partie du conseil d'administration qui était à cette sauvegarde. Je suis sur un comité logement et gentrification parce que je suis au conseil de quartier Mézeray et on fait des travaux avec l'ARE, entre autres. Puis, je suis sur un projet de développement communautaire avec eux. Alors, et je milite à QS Charlebourg avec plaisir depuis octobre 2020. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, bien, on va pouvoir savoir après. Puis, j'ai apporté un feuillet qui résume un peu mon parcours et mes priorités. Je tiens à réitérer que vous pouvez enlever votre masque quand vous êtes assis si vous le souhaitez. Et donc, ça va être le temps à Georges. Je me présente, moi je m'appelle Annabelle. J'ai oublié. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Ève. Comme Ève, je vous remercie de vous être déplacé pour être à cette belle expérience de démocratie locale. Je suis Georges Goma et j'aime souvent me définir comme un citoyen du monde. Un citoyen du monde parce que j'ai roulé ma bosse en réalité. Je viens de l'Afrique centrale. Mon pays d'origine, c'est le Congo-Brazzaville. Je suis venu faire mes études en France depuis assez longtemps, depuis 1988, où j'ai étudié la sociologie. Et j'ai vécu longtemps en France, 20 ans à peu près, et je suis allé également aux États-Unis. J'ai eu cette opportunité aussi d'aller aux États-Unis. Et après les études des États-Unis, je suis ici depuis
14 ans maintenant. Alors, je voudrais parler quand même de mes origines. Je suis issu d'une famille de 10 enfants, avec des parents très, très aimants, qui nous enseignaient des valeurs de respect, des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'amour aussi, parce que nos parents étaient très, très, très amoureux. On ne les avait jamais vus se quereller. Certainement qu'ils avaient des problèmes, mais ils ne les réglaient pas devant nous. Et ça, je pense que toutes les personnes qui nous ont entourés, souvent, ça nous revient que nous sommes des enfants qui ont été bien éduqués parce qu'on a reçu ces valeurs-là. Et ce sont les valeurs sur lesquelles je me suis appuyé dans mon existence, toute mon existence. Au moment de me marier également, et j'ai trouvé une femme qui avait les mêmes valeurs également. À la seule différence que je suis de confession protestante et les catholiques. Et on a pu faire bon ménage quand même dans ce couple-là. Nous avons eu des très beaux enfants. Il y a ma fille qui est là, à qui nous avons inculqué également les mêmes valeurs et les bonnes valeurs. Et je pense que sur cette base-là, nous sommes bien contents de cela. Mais j'ai lu aussi Pierre Vallière. Pierre Vallière qui écrit Les nègres blancs d'Amérique. Vous le savez très bien. Alors, à partir de là, vous savez que Pierre Vallière a rencontré des Noirs américains en Amérique, il a fait la prison. Et en écrivant ça, j'ai vu quand même que finalement, venir d'Afrique, au Québec, on avait des choses quand même que nous partageons. Pour ceux qui ont lu Pierre Vallière, ils savent de quoi je parle. C'est pourquoi je suis accroché aussi à une certaine idée de l'indépendance. On parle d'indépendance du Québec aussi. En tant qu'Africain, je sais ce que ça veut dire. Et quand j'arrive pour la première fois en 2011 au Québec, figurez-vous, en tant que citoyen du monde, j'arrive en décembre 2011 et en février ou en mars, j'avais ma carte de PQ dans la poche. On s'est réunissait à les grandes églises sur la grande allée là. Parce que je recherchais, je connaissais déjà René Lévesque, je connaissais le général de Gaulle, son discours à la mairie de Montréal. C'est des choses que je savais déjà. Et donc j'étais toujours branché sur ces choses-là. Donc je suis arrivé, j'ai cherché où est-ce que je pouvais militer, apporter du mien. Et c'est le PQ que j'avais vu. Et quand j'ai enseigné à Garneau, mes étudiants m'ont rapproché, m'ont dit, mais M. Gomat, tel qu'on vous connaît là, vous, c'est pas le PQ, allez au Québec solidaire. Ah, le Québec solidaire, c'est quoi? Ah ben, on m'a expliqué, je suis allé voir Québec solidaire, et finalement, je me suis inscrit à ce Québec solidaire. Alors, ça, c'est très, très, très important pour savoir. Alors, mes choix professionnels aussi, c'est important. Mes choix professionnels, c'est d'avoir très longtemps choisi la sociologie. La sociologie, comme discipline. J'ai fait une série D, je pouvais aller faire médecine ou que sais-je encore. Mais je pense que le plus grand travail c'est au niveau de l'humanité, au niveau des rapports entre les gens. Et je suis parti d'un fait que finalement, au fond, il n'y a qu'un être humain. Un être humain, et partout on le trouve, cet être humain. Et c'est pourquoi les valeurs d'équité sociale sont les valeurs auxquelles je tiens très très fort. J'ai fait beaucoup de choses en venant ici. Vous savez très bien qu'après avoir participé aux élections 4 ans à Lévis, mais j'ai été appelé à la commission Laurent aussi. Et là aussi, j'ai pu démontrer ce que je pouvais apporter à la société. J'ai aussi participé à la première, la toute première politique de développement socio-communautaire de la ville de Lévis, alors que j'enseignais, n'est-ce pas, à l'UQAR. Voilà à peu près ce que je peux dire pour l'instant. Je pense qu'on a encore le temps d'échanger davantage et de vous en dire plus. Merci. Donc, ce serait la première question. Donc, quelles sont vos priorités politiques pour la circonscription? Vous avez 2 minutes et demie chacun et ensuite 2 minutes et demie pour la question-échange. Donc, Ève, tu commenceras. Alors, mais moi, je vais vous dire que j'ai 2 grandes priorités qui sont les familles et l'environnement. Alors, quand on parle de famille, moi, je parle des conditions de vie des familles. C'est sûr, je travaille avec les aînés. Je suis consciente des besoins des personnes aînées. Mais j'ai travaillé avec des jeunes familles. J'ai fait des relevages, j'ai travaillé en garderie.
Et je connais le défi d'avoir une famille. Et puis, ici à Charlesbourg, on a des personnes aînées, on a des jeunes familles qui ont des besoins. Les services de garde, à l'heure actuelle, sont très, très importants. Et ça, c'est un dossier qui est prioritaire à Charlesbourg. Mais il y a aussi la question d'avoir des conditions de vie décentes. Parce que, quand même, le revenu médian est de 35 000 $ ici. Ça veut dire qu'il y a du soutien à donner. Au niveau de l'environnement, bon, c'est certain, moi, je m'investis au comité Forêt Charlesbourg, donc c'est vraiment prioritaire, mais parce que je suis aussi au Fonds commun de la transition énergétique, responsable du comité Territoire et Biodiversité depuis 2019. Alors, on a rédigé une feuille de route pour arriver à faire une réduction des gaz à effet de serre, mais c'est une transition socio-écologique qu'on veut faire. Alors, j'ai une connaissance par rapport à ce qu'il faut faire, comment travailler en équipe et comment interpeller le gouvernement là-dessus. Mais pour Charlesbourg, c'est les parcs, c'est la canopée, c'est de qualité de vie, ça fait partie de la qualité de vie et des familles et des aînés et des services de proximité. Un filet social, dont les organismes communautaires qui ont besoin d'être financés à la mission. Il y a d'avoir de l'économie sociale, des services, ça peut être aussi du commerce. Alors, il y a toute une façon de dynamiser. Moi, j'ai fait partie au niveau de l'agriculture, des Terres des Sœurs de la Charité. Moi, j'ai participé avec Voix citoyenne, mais j'ai participé aussi dans les Laurentides et je participe encore à Croque Mon Potager qui donne accès à des bacs de plantes, puis aussi une autre initiative, un frigo partage, pour réduire les déchets, parce que c'est un problème qu'on a actuellement. Donc, tout ce qui peut sensibiliser, tout ce qui peut nous amener vers ça, c'est important. Merci, Georges, c'est de toi. Merci. Alors, moi, j'ai 5 priorités pour Charlesbourg, pas seulement pour Charlesbourg, mais également des priorités d'ordre un peu régional et aussi global. Ma première priorité est en rapport avec ce que je viens de vous dire. Je suis sociologue, je me suis engagé, toutes mes recherches, je les ai faites sur le vieillissement. Et le vieillissement en fait, vous comprenez que c'est une politique aux vulnérabilités, ça c'est clair. Et quand on voit le cycle de vie, on voit les vulnérabilités au début et les vulnérabilités à la fin. La fin, c'est donc les aînés, nos aînés, et au début, c'est l'enfance et aussi la jeunesse. Alors, par rapport aux aînés, j'ai consacré toute ma vie académique à étudier le vieillissement et j'ai toujours privilégié le maintien à domicile parce que c'est autour du maintien à domicile qu'on rencontre l'humanité. Et quand on voit qu'aujourd'hui, la politique qui a été amenée là-dessus, ici au Québec, c'est beaucoup plus une politique communautaire, institutionnelle, c'est-à-dire ces personnes âgées que l'on va parquer, excusez-moi l'expression, mais pour tirer sur les traits, c'est cela. Et je pense quand même que pour des personnes aînées qui ont façonné la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un manque de reconnaissance. Et quand on voit ces personnes aînées, la plupart de ces personnes-là veulent terminer leur existence chez elles. Alors, si on pouvait mettre tout l'argent qu'on met dans l'institutionnalisation qui fait le bonheur des promoteurs immobiliers, alors on ne s'en sortira pas. Oh, ça passe vite, c'est pas possible. Donc c'est ça. Et puis il y a aussi le développement du logement et l'alimentation. Je vais aller vite. J'ai aussi un intérêt pour l'écologie et à ce niveau-là, j'ai de la provision nécessaire pour, n'est-ce pas, travailler ce champ-là. Et j'ai aussi l'immigration. L'immigration, ce n'est pas une menace. L'immigration, ce n'est pas toute la solution, mais l'immigration, c'est une partie de la solution par rapport à la crise, n'est-ce pas, que nous vivons ici au Québec. J'ai aussi un intérêt tout à fait particulier au troisième lien. Le troisième lien aussi, c'est un enjeu pour Charlesbourg, pas directement, mais Charlesbourg est frontalier avec Jean-Lesage, par exemple, et de l'autre côté, il y a la Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Alors, tout autour là, je pense que la campagne dernière, j'ai beaucoup parlé du troisième lien, j'ai fait des émissions sur le troisième lien, je pense que je pourrais injecter cet enjeu ici également. Voilà. Merci Georges. Donc, voilà.
Donc, pour les questions-échanges, j'inviterai Georges à poser la première question à Ève, qui sera la première à répondre. Il aura 2 minutes pour se prononcer sur donc, une question de 30 secondes au maximum. Et je rappelle donc la première question, c'était quelles sont vos priorités politiques pour la circonscription? Merci. Alors, Ève, bonjour. Ma première question à toi. Tu as un intérêt pour l'écologie, je le vois très très bien. J'ai également cet intérêt pour l'écologie. Alors, au Congo-Brazzaville, c'est très loin d'ici, hein? Et nous avons nous avons un problème sur les tourbières. La forêt congolaise et la forêt en Amazonie, c'est les 2 grands poumons du monde. Alors, comment tu penses que, si loin au Congo-Brazzaville, la préservation de la forêt congolaise peut avoir une incidence ici où nous vivons au Québec? Tout ce qui est protection de la biodiversité, de milieux humides, que ce soit au Congo, que ce soit ici, a un impact sur le reste du monde. Alors, tout ce qu'on va faire, comme le caribou qui disparaît actuellement, est important. Des fois, ça peut sembler anodin, bon, c'est juste une espèce, mais chaque espèce compose la biodiversité, donc on ne peut la fracturer. Alors, c'est très important de protéger autant les tourbières du Congo que les milieux, que la forêt Charlebourg ici. Donc, on doit protéger la biodiversité. D'ailleurs, j'ai fait la marche pour la protection des forêts et de la biodiversité parce que, pour moi, c'est essentiel. Et les enfants l'apprennent de plus en plus. La lutte pour Laurentia, moi j'en étais, qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est le bar rayé qui est un poisson qu'on devait protéger. Alors, parce que ça fait partie de la biodiversité. Alors, tout ce qu'on va faire va servir à tout le monde. Les impacts, notre mode de vie ici a des impacts au-delà de nos frontières. C'est pourquoi il faut changer notre mode de vie. C'est pourquoi on doit se rapprocher de la nature, la protéger et se protéger nous-mêmes, protéger notre santé. Si on regarde les exploitations minières, ce que ça peut faire à des poumons, on le sait, là. J'étais de la lutte contre la hausse du nickel, je suis à la table citoyenne littoralaise qui mène ces luttes-là. Alors, j'en suis parfaitement consciente. Alors, c'est certain qu'au niveau des tourbières, c'est important. Puis tout ce qu'on va faire dans nos petits gestes, dans le fait de verdir, puis le fait de développer une façon de proximité pour éviter les transports excessifs. Alors, oui, ça a eu une importance. Merci beaucoup. Donc, Merci. Ève, c'est à ton tour de poser la question. Georges, je vois que tu as un beau parcours académique, que tu as fait des endroits que j'ai fait. J'ai été en France, j'ai vécu aux États-Unis aussi, en Angleterre. Alors, on a une ouverture d'esprit tous les deux. Moi, je vois qu'ici, à Charlebourg, il y a des besoins. Il y a des besoins pour les familles, il y a des besoins de se rassembler, il y a besoin, la communauté a des besoins. Puis moi, je pense que c'est important, ça, de penser à comment bâtir une communauté. Alors, c'est une très très bonne question, merci. Bon, j'ai un intérêt particulier au monde communautaire. Et le monde communautaire, avoir choisi la sociologie et enseigné longtemps dans les écoles du travail social, je vois bien la souffrance du monde communautaire. Le monde communautaire, c'est un milieu qui va mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire c'est des gens qui vont toucher la réalité vivante des gens et la misère, la pauvreté dans nos quartiers. Et quand on sait qu'on a une économie qui est beaucoup plus libérale en tant que telle, et où évidemment le monde communautaire essaie de respirer quand on a un pouvoir de gauche, où on sent le cœur battre à gauche, eh bien, on a vu aussi qu'ici, au Québec et à Charlebourg également, bon, quand même, les pouvoirs qui se sont succédés, ils ont fait un pouvoir beaucoup plus de droite que de gauche, même si on proclame que nous sommes des idéaux de gauche. Alors le monde communautaire, je pense quand même que dans l'approche qui est la nôtre, c'est de donner de la force, n'est-ce pas, à ce monde communautaire, leur donner le pouvoir nécessaire de changer la vie des gens dans leur existence, c'est pas dans la rhétorique, mais dans la réalité de leur existence. Et ça, j'ai un point d'honneur là-dessus, parce que c'est un monde que je connais
particulièrement bien, qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe des immigrants, qui sont en tant que tels, pas la charge, mais qui sont de la valeur, n'est-ce pas, dans notre société. Donc voilà, le monde communautaire me tient à cœur. Et c'est pourquoi je mets aussi un peu d'honneur sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans l'économie sociale et solidaire qu'on rencontre une des valeurs de Québec solidaire, qui est d'arriver à une transition écologique et économique en même temps. Que le capitalisme, on peut le foutre dehors et travailler à une économie sociale, solidaire et coopérative, à l'exemple des Desjardins. Ceux qui connaissent l'histoire des Desjardins, alors au départ, c'est le communautaire, et le coopératif. Donc, on est déjà rendu à la deuxième question. Donc, on se demande ici, parlez-nous de quelques éléments forts de la plateforme électorale qui vous allument particulièrement. Donc, on parle de la plateforme de Québec solidaire au complet. Et on va commencer cette fois-ci avec Georges. OK. Merci. Bien sûr, j'ai lu la plateforme. Notre plateforme, j'ai travaillé aussi à cette plateforme. Vous savez très bien que j'ai fait partie des commissions au sein de Québec solidaire, la commission de démocratie interne, par exemple, et j'ai assisté à tous les congrès de Québec solidaire et tous les conseils. Alors, le premier point, naturellement, c'est la transition énergétique. Ça, c'est fondamental. Ce point-là, dans l'approche qui est celle de Québec solidaire, que nous voulons un retournement doctrinal, c'est-à-dire un changement de paradigme. Et ça passe par la façon de faire l'économie. Or, la façon que nous faisons l'économie aujourd'hui est nettement liée à la façon dont les capitalistes font l'économie, c'est-à-dire les énergies fossiles, n'est-ce pas, à partir desquelles, évidemment, ils engrangent des sommes exorbitantes d'argent, et on sait qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là. C'est cet argent qu'ils mettent dans les paradis fiscaux, et bien c'est cet argent aussi, avec cet argent, qu'on laisse malheureusement notre environnement, bien généralement, dans un état piteux, parce que la pollution, vous avez vu, hein, l'État ne taxe qu'à 10% les entreprises pollueurs que l'on connaît, Hydro-Québec et tous les autres, on le sait à ce niveau-là. Alors l'autre point qui est important à mon sens par rapport à notre plateforme, c'est la question de la mobilité. Ah bien sûr que oui, la mobilité, le transport structurant. Vous savez très bien que tout se résume à comment réduire les gaz à effet de serre. Alors, un autre point qui est important à mon sens, c'est en tant qu'éducateur, mais c'est le champ, n'est-ce pas, de la gratuité de l'éducation du CPE à l'université. Cela aussi est faisable. Alors, il y a un autre point qui m'est important, c'est l'immigration, naturellement. Là, je l'ai déjà mentionné, donc je reviens là-dessus. L'immigration, ce n'est pas une menace, ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution. Alors, voilà, déjà encore 30 minutes, je croyais que c'était déjà terminé, mais enfin, je vais ajouter aussi la santé. Vous savez, notre réseau de la santé et des services sociaux, c'est un grand morceau, ça. Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, j'ai étudié tout le système depuis la Révolution tranquille jusqu'ici, toutes les réformes qui sont passées par là. Et donc, avec mes étudiants, nous savons de quoi est fait ce système, notamment avec la réforme Barrette de la loi PL10 qui a tout brisé. Merci, Georges. Avant de parler des mesures phares de la plateforme, je suis surprise que tu parles d'une commission au niveau de démocratie interne, parce que ça a été un comité dont j'ai fait partie au début, puis ça n'a jamais été une commission. Ça a été après ça, il y a eu une tournée, mais je voulais juste rectifier par rapport à ça. Puis au niveau de la plateforme, moi j'ai travaillé dans le comité, puis je suis allée aussi au congrès, alors je connais bien aussi les mesures phares. Alors, naturellement que moi je vais aller encore sur la mesure phare au niveau de l'environnement, donc la réduction des GES, mais les familles c'est vraiment important pour moi. Qu'on puisse arriver avec une qualité de vie, parce que quand on se rencontre aussi, quand on crée cette communauté-là, puis on crée l'échange, on va trouver des solutions ensemble, puis on va décider ensemble, parce qu'il faut arriver aussi à
à faire parvenir à nos décideurs nos préoccupations, nos projets, nos initiatives, afin que ça change. Parce qu'il y a un gap, là, si je peux dire, entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et qu'est-ce qui se passe dans nos chaumières. Hein? Alors, il y a dans les mesures phares, moi, c'est beaucoup au niveau des familles. Le logement, naturellement, j'étais prête à faire une action là, sur le logement hier là, avec Québec solidaire, puis j'ai pas pu la faire, c'est très, très important. D'ailleurs, Andrés Fontesi a fait un très beau travail à ce niveau-là et les militants de Québec solidaire qui ont créé une trousse pour, au niveau du logement. Naturellement, l'agriculture urbaine, l'accès à une nourriture saine, développer l'économie de proximité. Moi, je travaille en économie sociale. Et puis, j'ai mis des coops sur pied. Alors, si j'y crois, oui, puis oui, il y a de l'espace pour ça ici. Alors, dans les mesures phares, pour continuer, bien, naturellement, l'environnement, donc les transports collectifs. Mais avant d'amener les gens à prendre le transport collectif, moi, je le prends. Je vais vous dire que des fois, c'est très inconfortable. Tu peux être debout, c'est pas très rapide. Alors, une chance que j'ai un vélo puis je suis en forme parce que des fois, ça va pas mal plus vite que prendre l'autobus. Alors, ici, on s'est fait passer sous le nez du tramway. On peut dire que M. Jonathan Julien ne nous a pas aidés. Merci à vous deux. Donc, Ève, tu seras la première personne à poser la question. Merci. Alors, au niveau des mesures phares, tu en as nommé plusieurs, mais je pense que la mesure phare que tu... je pense que tu peux nous la nommer puis nous la décrire, là, parce que tu as nommé beaucoup de mesures phares. Alors, celle qui est la plus importante pour toi. Alors, celle qui est la plus importante pour moi, c'est toujours en lien avec la transformation de la façon dont nous produisons la richesse. Je crois que tous les déboires que nous avons aujourd'hui, c'est ce modèle économique. En 89, à la fin du monde bipolaire, on avait pensé que le capitalisme avait gagné. Ils ont crié. Mais après autant d'années, nous voyons la cassure de notre système aujourd'hui. On n'a jamais produit autant de pauvres dans notre pays, alors que nous ne sommes pas classés parmi les pays pauvres. Nous sommes classés parmi les pays riches. Donc la mesure phare, et l'effort, ce n'est pas une mince affaire chez Québec solidaire. On voit très bien que nous sommes un peu trop seuls. Et parfois, on trouve un peu le parti vert, mais le parti vert dit « Ah, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite ». Donc finalement, Québec solidaire est le seul parti à incarner avec beaucoup de courage ce changement de paradigme dans la façon de faire l'économie. Et je l'ai dit tantôt, on peut bien le faire. Réduire la portée des énergies fossiles pour passer aux énergies vertes, comme tu le sais très bien, mieux que moi certainement. Alors, donc ça c'est vraiment la mesure phare, parce que c'est là où il faut transformer, pas seulement dans la rhétorique, mais il faut qu'on le transforme dans notre façon de vivre au quotidien, qu'on le sente dans notre existence, qu'on est en train de faire un changement extraordinaire dans la façon de... Et puis, pour terminer, nous ne sommes pas contre ceux qui produisent la richesse. On n'est pas contre les gens qui produisent la richesse. Québec solidaire n'a jamais été contre les gens qui produisent la richesse. Québec solidaire aiderait les producteurs de la richesse, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais à la seule condition que la question de l'équité fiscale soit sur la table et que ce soit un enjeu incontournable et inaliénable. Voilà. Alors, ma question toujours sur ces enjeux-là, dis-moi un peu, je n'ai pas entendu évoquer la question de l'immigration. La question de l'immigration, vous voyez, je pense qu'il y a une vue émotionnelle de la chose et une vue réaliste de la chose. Le vieillissement démographique est là, la pénurie de la main-d'œuvre est là, on a les besoins, mais il y a du mal à coller là. On a du mal à coller. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Moi, j'ai beaucoup d'amis migrants. D'ailleurs, je participe à des groupes comme Tout différent, tout égal, qui sont une rencontre de femmes immigrantes et de Québec. Et puis, moi, je me rappelle, il y avait, pendant la campagne de 2018, il y avait quelqu'un qui avait dit « Ah, on a un problème au niveau de l'emploi ».
là, ben, il y a quelqu'un qui dit, ben, il y a une solution, soit qu'on donne accès aux gens plus âgés de travailler ou on ouvre à l'immigration. Ben, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais mieux qu'on ouvre à l'immigration parce que c'est des familles, c'est de la jeunesse, c'est aussi des savoirs, de la diversité. Moi, je viens d'une ville qui ressemble à Québec, dans le sens qu'elle est plus petite, mais dans les années 60, on était blancs et français, et on avait une famille de couleur, puis on avait peut-être une famille anglophone, les Greenies, c'est tout. Alors, l'immigration est arrivée, la richesse est arrivée, la diversité est arrivée. Alors, pour moi, puis moi, je vois les difficultés parce que j'ai des amis étudiantes qui n'arrivent pas à avoir leur résidence. Alors, je les vois, les problèmes. Des gens qui sont pleins de savoir, qui pourraient nous aider directement, que ce soit en médecine, que ce soit au niveau communautaire. Il y a des professeurs qui sont à l'Université Laval qui viennent de Cuba, qui viennent d'ailleurs, et c'est l'enrichissement. Alors moi, je crois à l'immigration, je crois aussi que mes frères et sœurs de partout, que ce soit ici, je suis très près des Autochtones aussi, je crois à cette alliance, cette diversité-là, cette richesse qu'on peut faire si on accueille l'immigration. Alors, ce qui se passe actuellement, le monsieur Jolin Barrette, c'est pas mon ami, je vous le dis. Voilà. Merci à vous deux. Donc, on sera déjà rendu à notre troisième question. Elle, tu débuteras. Donc, comment pensez-vous être en mesure de convaincre la population de Charlesbourg de voter pour Québec solidaire? Bon, moi, j'ai fait une campagne en 2018 à Saint-Jérôme qui s'est très bien passée. J'ai eu un bon score, comme on dit, mais surtout, j'ai été sur le terrain. Puis je vais vers les gens, j'adore les gens. Et je connais les mesures, je connais le programme, je m'implique, j'ai toutes fait des formations, j'ai déjà fait la formation aussi des candidates en 2017. Je me prépare bien pour aller voir les gens, puis je suis très à l'écoute, je suis très réceptive de leurs préoccupations. Je suis une personne, par mon métier, qui est à l'écoute. Je dois avoir certaines qualités ou aptitudes dans l'observation, donc pouvoir observer les gens avec qui je suis, les recevoir, les écouter, trouver des solutions avec les gens, faire des liens avec le programme. Et j'ai une façon créative aussi de mobiliser les gens, souvent de façon festive, puis aussi où on va pouvoir échanger, ça peut être dans les parcs. Souvent, j'ai fait des événements de sensibilisation, que ce soit 8 femmes, 8 mars qui était au niveau de la marche mondiale dans les Laurentides. Au niveau de la santé mentale, c'était l'art au service de la communauté. Donc, d'amener l'art aussi, ça peut être un cabaret. Alors, puis, moi, on a des mesures pour aider Charlesbourg. Alors, c'est de mettre ces mesures-là de l'avant. Fait que moi, je me sens très à l'aise de rallier les gens, puis de le faire par secteur, de façon originale. Puis aussi, bien, naturellement, j'ai travaillé comme pigiste dans les journaux, fait qu'il y a des communiqués de presse, il y a toutes sortes de façons mais nos mesures, au niveau de la famille, au niveau des aînés, moi je travaille avec les aînés, au niveau du logement, au niveau des revenus, au niveau de créer de nouveaux commerces, de nouvelles entreprises aussi. Alors, c'est toutes des choses que je connais, fait que moi je me sens très à l'aise d'aller voir les gens. Puis ici, on est une circonscription qui n'a pas vraiment d'allégeance. Hein? Il y a eu le PQ qui a été ici, il y a eu la CAQ, il y a eu libéral. Fait que les gens sont ouverts. Mais si on est réceptif, si on leur amène des mesures qui correspondent. La forêt Charlesbourg, les gens y tiennent. On le sait, il y a eu plus de 4000 signatures. Alors, c'est un exemple. Merci beaucoup, Eve. Georges? Alors, moi aussi, si je suis une personne très ouverte, je vais vers les gens. J'ai fait aussi une campagne à Lévis, et Dieu sait très bien qu'on me disait, Lévis, c'est conservateur, c'est très, très, très difficile. Mais l'expérience que j'ai eue à Lévis, c'est de parler avec les gens qui, à Québec solidaire, on se retourne. Mais je tape sur l'épaule. Alors, on discute, et finalement, on passe 30 minutes à discuter, et le monsieur me dit, bon, tu m'as convaincu, mais je suis libéral dans l'âme, je ne voterai pas pour toi.
mais c'est déjà bien qu'il me dise cela. Alors, moi, de toutes les façons, comment faire pour convaincre? D'abord, faire comprendre aux gens que Québec solidaire, ce n'est pas ce que vous pensez. Et nous avons l'argumentaire pour le dire. Vous savez, les idées de gauche, du communisme qui engrainent les cerveaux des gens et on nous prend à tort. Alors il faut avoir, n'est-ce pas, le temps et la compétence pour aller vers les gens et leur expliquer tranquillement les valeurs qui sont les nôtres au niveau de Québec solidaire. C'est aussi, en fait, faire prendre conscience de l'effritement du lien social. C'est très important, parfois nous ne sommes pas conscients des choses qui se passent. C'est comme un tueur silencieux. Un tueur silencieux, on n'est pas conscient, mais ça nous ronge, et à la fin on trouve que le lien social se délite toujours, et la finalité, on sait, si on ne fait pas attention, si Québec solidaire ne redouble pas d'efforts, ça sera très très difficile. Mais c'est aussi, pour moi, montrer la face cachée du néolibéralisme. Les gens ne sont toujours pas conscients. Quand on a un travail, on veut s'accrocher à son travail, on chérit même son patron en tant que tel, et on oublie que, oui, en chérissant son patron, le patron fait, n'est-ce pas, de profit sur le travail que nous sommes en train de faire. Donc il faut prendre le temps d'expliquer cela aux gens, mais c'est aussi les relations dans nos quartiers partagés, discuter avec les gens, élaborer. Moi j'ai des gens qui sont, des personnes, mes amis qui sont ici, qui sont mes voisins par exemple, et nous sommes, monsieur qui est assis là, il m'appelle mon frère, je l'appelle mon frère. Il est blanc, je suis noir, et nous sommes des frères. Alors, vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, savoir parler aux gens, c'est se découvrir finalement que, oh, mais au fond, hein, nous sommes l'humanité, tout simplement. Et que les différences des noirs, des blancs, des rouges, ça c'est des construits que les gens font pour des intérêts qui leur sont propres. Merci à vous. Donc, Georges, tu as posé la question à elle. Okay. Alors, Ève, je veux revenir sur une chose pour laquelle toi et moi, nous avons vraiment un point d'honneur, on met un point d'honneur là-dessus. C'est la condition des aînés. Vous voyez, moi, quand je vois ma mère qui a 90 ans, qui vient de fêter cette réunion africaine, il faut le faire. Et quand je vois cette femme qui m'a couché, qui a souffert pour me porter, qui s'est occupée de moi, qui m'a nourri, mes premiers pas, jusqu'à mon âge très avancé, maman était toujours là. Maman était toujours là. Et qu'à un certain moment, je me dis, mais comment est-ce que maman... Ah, ok. Mais la question, c'est en fait sur le vieillissement, la prise en charge des personnes âgées. Qu'est-ce que tu penses la meilleure alternative? Par contre, Georges, la question, je vais juste la répéter. Là, ici, là, c'était comment pensez-vous être en mesure de convaincre la population de Charlebourg de voter pour Québec solidaire? Si tu veux garder la même question, tout cela un petit peu. Mais là, oh là là, je suis allé ailleurs là. Ah oui, d'accord. On fait, oui, d'accord. Rapidement, et merci de m'accorder ça. Je voulais simplement te demander un peu, aller vers les communautés ethnoculturelles, parfois qui sont des îlots un peu à part, et parfois on a peur d'aller vers les autres parce qu'on ne les connaît pas. Quelle est ta technique en fait pour approcher des personnes qui culturellement semblent être un peu éloignées de toi? Moi, je suis très proche je veux dire, il y a Saint-Pédis, qui est des logements où on accueille les immigrants. Alors moi, je suis en lien. D'ailleurs, j'ai fait Justice m'a demandé de participer à un balado à Radio-Canada sur le communautaire, la communauté. Et puis, je me suis retrouvée au bal du Lézard avec toute une gang de jeunes rappeurs noirs. Puis il y avait des jeunes aussi de toutes les nationalités. Moi, je me sens à l'aise. À Saint-Jérôme, j'ai grandi. J'avais dans un groupe de garderie, j'avais des petits-enfants libanais, des petits-enfants vietnamiens. Moi, je me sens à l'aise comme ça. Puis d'aller vers eux, j'ai plein d'amis immigrants. Et ça peut être des Italiens, mais ça peut être... J'ai des amis au Madagascar. Moi, j'ai connu des gens là, avec l'ANI qui sont au Madagascar, puis je les soutiens, puis on a des échanges, puis ils sont venus chez moi. Puis on est très proches. On est des humains. Tu sais, tu parlais d'humanisme. Moi, j'ai grandi d'une famille humaniste, puis d'une famille aussi où, je me rappelle, ma mère, il y avait des immigrants d'une communauté africaine, puis à l'épicerie, il y avait des fourmis dans le chocolat. Bien, ma mère, elle a acheté des fourmis dans le chocolat pour nous faire goûter en quelque part, pour nous ouvrir. Alors, moi, je suis juste contente. J'ai une amie
qui est iranienne. Elle est de confession musulmane. On est très proches. C'est ma fille d'adoption de COVID, parce que moi, j'ai été séparée de ma fille qui vit aux États-Unis, elle est américaine, de par son père. Puis, j'ai été séparée, mais elle a le même âge, elle a le même sourire, puis on est très proches. C'est ma fille d'adoption de COVID. Puis, je veux dire, alors moi, je me sens à l'aise d'aller vers les communautés, puis aussi de leur parler des mesures que Québec solidaire met de l'avant, parce qu'on veut travailler ensemble, on veut faire. C'est une terre d'accueil, le Québec, là. Merci beaucoup, Ève. Donc, c'est de toi, Ève, pour ta question. La question, alors, je sais que tu as des voisins, tout ça, Charlebourg, mais est-ce que tu es vraiment impliqué dans la communauté de Charlebourg? Alors, comment vas-tu aller vers la communauté et convaincre les gens de participer à la campagne puis d'être réceptifs à nos propositions? Alors, là, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Je me connais moi-même, mon degré d'ouverture, mon voisinage, déjà, c'est déjà un espace important. Vous savez, le voisinage, hein, ça commence comme ça, on tourne, une fois on sait ce que nous avons à faire. Donc, de ce côté, déjà, avec ce que je suis, une fois de plus, quand on choisit un métier, quand on choisit une formation, être sociologue, c'est d'abord être ouvert, aller aux personnes en tant que telles, avoir la parole facile et une parole qui va dans le sens du consensus, de la réconciliation, en fait, créer le lien social. Bon, alors, je n'ai pas, pour te dire la vérité, je n'ai pas milité. Enfin, je n'ai pas milité, c'est une façon de parler. J'ai milité quand même chez Québec solidaire, en faisant des choses. À Charlebourg, j'étais dans le régional également, avant d'aller à Lévis de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, évidemment, si les citoyens de Charlebourg et les citoyens de Charlebourg me donnent l'onction, comme ils te donnaient à toi également, je n'ai aucun problème de créer des espaces d'échange et de discussion et de mener cette bataille-là. Comme je le dis souvent, il y aura du sport. Et nous aurons du sport ici à Charlebourg. Il y a beaucoup déjà des solidaires qui sont déjà prêts à nous accompagner, toi ou moi, dans ce combat. Et je serai le premier à t'accompagner si évidemment le choix est choix. Donc, nous sommes à la dernière question. Les investitures où il y a plus d'une personne candidate apportent toujours leur lot de rivalité et d'émotion. Suite aux résultats du vote des membres, que comptez-vous faire, vous et votre équipe, si vous perdez l'investiture ou si vous gagnez l'investiture? Donc, c'est Georges qui débutera. Alors, je ne vais pas quatre chemins là. De toute façon, je suis un démocrate dans l'âme. Je suis un démocrate dans l'âme. Toute ma vie, tout mon militantisme est fait de ça. Et un petit truc que je vous dis, quand je suis passé 4 ans aux États-Unis, j'ai fait la campagne d'Obama. C'est la grassroots democracy. Donc, nous avons fait des appels et tout cela, je l'ai fait. Hein, chez moi également. Donc, moi, je n'ai aucun problème et ça ne devait pas exister à Québec solidaire. À partir du moment où nous avons la solidarité au centre de notre projet, les émotions là ne sont pas, en fait, bon, c'est une partie de nous-mêmes, nos émotions. C'est Descartes qui avait tort, certainement, de séparer la raison et l'émotion, parce que l'émotion et la raison, c'est deux faces d'une même réalité. Il faut composer avec. Donc moi, je n'ai aucun problème si au sortir de cette campagne, toi et moi, on aura fait une démonstration de la démocratie. Et c'est ça aussi qui est très très important. Moi, je serais bien content que ça soit comme ça. Bon, maintenant, je n'ai aucune animosité. Je l'ai dit, je le redis encore. Si c'est Madame F. qui est retenue, compte sur moi. Compte sur moi, je t'accompagnerai, je sais faire une campagne, je sais bouger, et bien, on aura un solidaire, n'est-ce pas, en octobre 2022, ici, n'est-ce pas, à Charlebourg. Alors, si je gagne, moi j'ai déjà une équipe, il y a Olivia qui m'aide, Sophie. On a déjà commencé le portrait de Charlebourg, alors, parce que quand j'étais candidate, quand j'étais au camp des candidates, on nous fournissait un formulaire, des outils pour devenir candidate. Alors, je me suis servi de ces outils-là pour justement mieux connaître la circonscription. Alors, si on gagne, bien, on va continuer cette
ces démarches-là. Puis moi, j'adore être en campagne. Là. Je suis comme un poisson dans l'eau. Moi, me retrouver avec le monde. Puis ça se retrouve aussi quand je fais du tractage pour n'importe quelle mesure, pour aussi contre Laurentia, contre la hausse du nickel, je suis là. Je suis une personne qui est motivée par la lutte. Alors, ça va continuer. Puis si jamais, c'était Georges que vous choisissiez, à ce moment-là, moi, j'ai des appels aussi, j'en fais depuis des années, puis je suis à l'aise de faire ça. Je veux sûrement collaborer à la campagne d'une manière ou d'une autre. Là, moi, le tractage, j'aime toujours ça. Bon, alors, c'est certain que je vais pouvoir, je vais continuer à collaborer, mais je vais quand même aussi regarder ce qui s'est passé. Parce que moi, je trouve ça important quand je porte une action. J'ai été dans des actions où il y a eu des victoires. J'ai eu la chance d'être avec Voix citoyenne quand la décision a changé. Avec Laurentia aussi, on a réussi à avoir une victoire. Il y a des. Je regarde au niveau de GNL, j'ai beaucoup collaboré. D'ailleurs, il y a un texte auquel j'avais collaboré. Laurentia, la table citoyenne, on a des victoires au niveau de Mézeray, qui est le quartier le plus pauvre de Québec. On est en train de le dynamiser par des projets. Moi, j'amène des projets au niveau de murales, au niveau de frigo-partage, d'agriculture urbaine. Je dynamise. Alors, moi, il n'y a rien qui me fait peur. Fait que, si jamais je perdais, c'est sûr que je vais continuer à militer, mais j'espère gagner parce qu'on est bien parti. Puis moi, je me sens déjà ancrée dans Charlevoix puis prête à la campagne. Alors, c'est ce que je veux dire. Donc, je répète la question avant que Ève pose la question à Georges. Suite au résultat du vote des membres, que comptez-vous faire, vous et votre équipe, si vous perdez l'investiture et si vous la gagnez? Merci. Je viens de répondre. Oui, et à toi, Ève, de poser ta question, des questions-échanges à Georges. Sur cette question-là. Sur cette merci, Annabelle, de préciser. Alors, si vous gagnez, comment allez-vous commencer votre travail? Si je gagne, c'est toute la démarche qu'il faut de constituer une équipe, et à ce moment-là, j'ai une équipe qui est virtuelle. J'ai une équipe qui est virtuelle, nous avons beaucoup travaillé à distance, et j'ai une équipe virtuelle qui ne sont pas forcément des gens il y a des gens de Charles-Bourg, hein, il y a certains de mes voisins qui sont là, à qui nous parlons beaucoup, hein, et nous envisageons beaucoup de choses ensemble. C'est bien pourquoi ils ont pris le soin d'être là. Et puis aussi, je suis enseignant, comme je l'ai dit, en travail social. Nous abordons les problèmes que nous abordons. C'est les choses que j'enseigne à des générations et des générations d'étudiants depuis très longtemps. Donc tout de suite, ils voient très bien ma passion pour ces choses-là. Et c'est des gens qui m'ont promis m'aider. Même s'ils sont dans d'autres circonscriptions, ils seront présents là pour nous aider à faire cette campagne. Parce qu'il y a une qui m'a dit, mais Monsieur Goma, je vous vois en notre Obama à nous. Ah bon, c'est eux qui disent ça, c'est pas moi, mais en fait, je le répète simplement parce qu'ils le disent de cette manière. Il n'y a pas de raison que je ne le reprenne pas, parce que quand quelqu'un te dit ça, c'est que ça sort du fond de son cœur, et même s'il n'habite pas la région, ils sont prêts à s'investir dans ce travail-là. Donc, tout le travail de tractage, du porte-à-porte, c'est d'abord l'équipe qu'il faut former, et puis aller, n'est-ce pas, sur le terrain, de faire le porte-à-porte avec l'affiche à noter, les sympathisants, les personnes qui sont antipathiques, et puis les personnes qui sont indécises. Toute cette technique, on le sait. Et puis, rappeler les gens toujours pour montrer une fois de plus, c'est pas gratuit ça. Il faut savoir expliquer aux gens le fondement même de notre démarche à nous. Qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est ça qui est important, à mon sens. J'ai du monde prêt à me donner un coup de main, comme on a fait à Lévis d'ailleurs. À toi, Georges, je pose la question. Alors, donc, toujours sur l'opérationnalité de la campagne, finalement, ma question, c'est de savoir si tu es retenu comme notre candidat. En fait, comment tu penses sincèrement tracter du monde au niveau de communautés ethno-culturelles, comme on le dit?
parce que malgré le fait que nous, le fait que, les communautés ethnoculturelles, comment tu penses aller les chercher pour qu'ils viennent avec nous? Au niveau du tracteur, j'ai déjà un militant qui est arabe, qui est prêt à faire du tracteur avec moi, qui est même d'une autre circonscription. Je veux dire, je peux aller chercher des gens qui vont m'accompagner, qui sont de d'autres, que ce soit des amis qui soient de la circonscription ou qui soient à l'extérieur, qui vont venir avec moi parce qu'ils sont en sécurité aussi avec moi, parce qu'ils savent très bien que, comme la question qui était posée par ce jeune homme arabe-là lors d'une formation, il dit « Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous assaille d'une façon raciste? » Ben, j'ai dit, écoute, moi, quand je suis avec une amie qui est voilée, puis qu'on l'interpelle, puis on la juge, ben moi, je vais dire, écoutez, là, on est capable de se respecter, c'est pas une façon d'interpeller quelqu'un. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, mon attitude fait que les gens se sentent à l'aise, que c'est sûr que moi, je vais travailler avec les gens, puis je vais pouvoir aller les chercher aussi pour travailler avec moi, parce que je l'ai dit, c'est une part d'accueil. Puis moi, je suis un citoyen du monde. Je me considère, j'ai une attitude, j'ai toujours agi de cette façon-là. C'est pas la couleur, c'est pas la couleur qui est, ou l'origine. J'ai des amis autochtones. Alors justement, de pouvoir rejoindre les communautés autochtones ici, puis les rencontrer. Puis moi, quand j'ai fait la campagne en 2018, j'allais dans les entreprises d'économie sociale, j'allais au Conseil de la culture, j'allais au comité logement, j'allais dans les lieux où est-ce que la défense de droits des personnes assistées sociales, j'allais dans les logements, on m'invitait. Alors, puis, fait que ces personnes-là, je les rencontrais, puis ils pouvaient militer avec moi par la suite. Alors, je me sens très à l'aise. Merci beaucoup, deux enseignants, pour ces belles réponses que vous avez offertes pour les 4 questions. Et donc, on serait déjà rendu aux questions du public. Donc, j'inviterai les femmes qui ont des questions à lever la main présentement. Est-ce qu'il y en a? Un autre petit 30 secondes, ensuite je vais aller vers les hommes. Moi, je voulais faire. Sur les femmes. Donc, ah oui. Avec la suggestion aussi. Il n'y a aucun de vous deux qui a parlé de féminisme. Alors, allons-y. Merci. Donc, vous avez 2 minutes chacun pour répondre. Merci beaucoup, Marceline, parce que c'est sur mes cartons, puis moi, je suis, vous allez voir sur mes déclarations, je suis de lutte féministe. J'étais de la première cellule féministe du Cégep de Saint-Jérôme en 1979, même avant ça. Alors, puis moi, je participe aux luttes féministes. D'ailleurs, tu vas voir quand je vais conclure qu'il y a vraiment un mot par rapport au féminisme. Puis je participe aux actions ici, mais je suis une militante de Calax. J'ai préparé des 8 mars, des 6 décembre, et j'ai pris connaissance, naturellement, du travail du comité, de la Commission nationale des femmes au niveau de faire une campagne en mode féministe. Bien sûr que toutes les questions de logement, les questions de services de garde, tout ce qui va améliorer la condition des femmes, tout l'impact de la crise climatique sur les femmes, je les connais. Et oui, les femmes vont être mises de l'avant. Puis je m'excuse de ne pas l'avoir nommé parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup de temps ce qu'on a en avant. Puis ça fait partie, puis c'est sur mon petit carton, mais dans la vitesse, je ne l'ai pas nommé. Mais c'est prioritaire. C'est prioritaire d'avoir une pensée égalitaire. Puis l'approche féministe permet de l'espace à tout le monde. L'analyse féministe le dit, les femmes sont impactées plus que les hommes sur bien des situations. Alors que ce soit le logement, je suis très consciente de ça. Puis je veux faire une campagne en mode féministe, ce qui veut dire donner, d'être conscient de l'impact sur les femmes, puis de l'intersectorialité aussi. Puis aussi, j'ai même des outils, parce que j'ai participé à dans le jour de la Terre, à un jeu
que je veux me servir pendant la campagne. Merci beaucoup, Eve. Georges? Bon, alors moi j'aime toujours me définir comme un homme féministe, ça c'est clair et net. Hein. Bon, la question des femmes, je connais bien la question des femmes, je suis désolé aussi de n'avoir pas mentionné, je l'ai noté également, y compris la question des autochtones. Vous savez très bien que quand j'ai participé à la commission Laurent, j'étais dans le bloc autochtone. Donc, dans mes copies, il y a ces deux. Mais en tant que ce que je suis personnellement, un noir, j'ai un parcours également. Un parcours marqué par la discrimination, je peux vous le dire. Et je sais très bien que les femmes qui ont le droit de vote des femmes, c'est une affaire récente, vous le savez très très bien. C'est une façon de vous dire que les femmes, comme les autres groupes oppressés, ben c'est le même combat. C'est le même combat. Je connais très bien les 5 grandes conférences internationales des femmes. La toute dernière, c'est 1995 en Chine. Là, on a démontré par A et par B que finalement, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Beaucoup plus que les hommes. On a redéfini c'est quoi le travail. Et donc, je suis dans cette lignée de l'analyse également. Comment faire de sorte que, malgré les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, que nous allons vers cette égalité entre les hommes et les femmes en prenant en ligne de compte les différences qu'il faut prendre en ligne de compte parce qu'il y a certainement un homme qui va porter la grossesse un jour, la science va peut-être nous apporter ça, mais pour l'instant il n'y en a rien. Les femmes, c'est les femmes qui évidemment nous permettent de perpétuer notre population parce que c'est elles qui accouchent, qui portent 9 mois de grossesse, les hommes ne le font pas, et donc ça c'est quand même quelque chose de très très essentiel pour les femmes en tant que telles. Et donc, je suis, moi également, très engagé à défendre, n'est-ce pas, les oppressions, contre les oppressions que les femmes vivent. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu à une question pour les hommes. Oui, allez-y. Moi, je suis un petit peu agacé que si vous avez, mais je ne suis pas contre, là, mais une femme voilée, à notre époque, où en 1960-70, en Iran, il n'y en avait pas et ils se baignaient et tout allait bien. Et les talibans sont arrivés et leur ont réimposé le voile. Et maintenant, Jeannette Bertrand s'offusquerait à dire « Ah, faites du porte-à-porte avec une femme voilée ». C'est un recul immense envers les femmes. Est-ce que je peux avoir votre nom? Je pense que je vais demander les noms, c'est pour qu'on apprenne à se connaître en même temps. Moi, t'identifier. Ils vont. Bon. Est-ce que tu t'adressais directement à Ève ou tu voulais la réponse? Ève, parfait. Ben écoutez, moi je suis une personne, ma mère était athée, je n'avais pas d'enseignement religieux à la maison, puis je me suis intéressée à tous les enseignements, qui soient, puis ma mère ça n'empêcherait pas de travailler avec le curé, là, parce que c'était une humaniste. Alors, moi je respecte le fait qu'une personne dans sa religion porte le voile, parce que je n'ai pas à juger cette personne-là. Si elle est émancipée, si elle se sent protégée, parce que c'est son identité. Puis là, vous parlez de l'Iran. En Iran, ce n'est pas les talibans, c'est plutôt en Afghanistan. Alors oui, pour moi, je veux dire, cette amie-là, je la respecte. Je respecte toutes les personnes dans leur croyance, dans leur façon d'être, dans leur culture. À ce niveau-là, c'est mon attitude. Au niveau que ça brime sa liberté, si elle s'en rend compte elle-même et qu'elle décide de ne plus porter le voile, ça sera comme ça. Mais ce n'est pas moi qui va lui dire que sa croyance, et c'est une personne qui a 2 doctorats, c'est une jeune femme émancipée qui a une ouverture, on fait plein de choses ensemble, et ça ne limite rien. Puis fait que moi, je ne peux pas aller de ce côté-là, je peux pas et le jugement nous sépare. Alors, je n'irai jamais vers une question qui va m'éloigner des gens, qui va me couper de l'autre. Je ne veux pas être jugée et je n'ai pas l'intention de juger qui que ce soit dans sa façon d'être, dans sa décision. On est des êtres autonomes, on a besoin de décider par nous-mêmes. Merci, Ève. D'accord. Est-ce que tu voulais rebondir? Oui, je vais rebondir, bien sûr. Voilà.
J'ai tendance à dire ceci. Il y a cette jeune dame, une Malienne, qui porte le voile et qui n'a pas forcément quelque chose d'attirant. Et quand on voit passer dans la rue, et qui bouillonne à voir ce voile qu'il porte. Mais on ne sait pas que cette Malienne-là a fait des études et aussi travaille dans une compagnie où elle est peut-être la meilleure spécialiste d'un logiciel pour lequel la compagnie ne veut pas passer, et qui va dans son bureau et qui travaille très bien, et qui produit, n'est-ce pas, la richesse dans cette compagnie-là. On peut trouver, il y a des figures comme ça existe. Alors moi, quand je sais très bien que ma bonne sœur, les bonnes sœurs que nous connaissons, prenait sa 2 chevaux avec son voile également, allait faire le marché pour sa congrégation avec le voile. Et quand je vois que finalement, il y a une personne de confession juive qui passe avec son signe distinctif et tout cela, pourquoi? Tout ça, c'est des signes religieux. Pourquoi est-ce que j'aurais beaucoup plus de problèmes avec la personne qui porte le voile plutôt qu'avec une personne qui porte la kippa? Ça, c'est culturel au fond. Mais par contre, quand la burqa, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que toute personne, à mon sens, doit être identifiable. Donc, quand on se couvre complètement, ça ne peut pas passer, à mon sens. Je vois mon frère te remuer la tête, mais je te dis ma vérité, tout simplement. Je te dis ma vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame en tant que tel. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Parce que faites attention, parce que la culture des gens qui arrivent avec un bagage déjà bien, j'ai bien peur qu'on en fasse aussi, n'est-ce pas, les clients de la santé mentale aussi. Et je vais terminer par l'anecdote des enfants qui sont allés en colonie de vacances, qui ont mangé le porc, on a fait manger le porc, ils sont revenus à la maison, et puis 2 jours après, on leur dit qu'ils ont mangé le porc, ils sont tombés malades, on les a transportés à l'hôpital, tout simplement. Le fait d'avoir, ils ont été mangés, on leur a donné tel viande. Donc c'est quand même sensible, hein, ces choses-là, c'est très sensible. Merci Georges, merci. Donc on aurait le droit encore à des questions des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes? Oui, merci. Votre nom? Laurence. Vous verrez si je parle assez fort, j'ai pas une grosse voix. Nous, on est nouveau dans le quartier, on vient d'aménager, puis c'est une question un peu intéressée aussi. On était dans Jean Lesage avant, donc on est plus familier là, qu'il y a des enjeux de Jean Lesage. Je vous ai entendu parler de la plateforme nationale, puis vous aurez éventuellement apporté ces idées-là aussi en porte-à-porte, puis éventuellement on souhaite à l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui distingue, à votre avis, puis d'apprendre en même temps un peu votre vision, là, mais qu'est-ce qui distingue la circonscription de Charlebourg? Quels sont les enjeux que vous aurez éventuellement peut-être apportés qui concernent particulièrement la circonscription ici? Ça s'adresse à moi? Oui, j'ai d'accord. J'ai peut-être déjà le député cette fois-ci. Oui. Ben alors, au niveau de la circonscription de Charlebourg, comme j'avais commencé mon propos par les vulnérabilités de 2 côtés, hein, des aînés et aussi de l'enfance. Vous savez très bien que malgré le fait que 2 partis fondamentalement, le PLQ, le PQ et maintenant la CAQ, se sont partagés sur un espace de temps très large le pouvoir, on les retrouve toujours redire les mêmes choses, on revient sur les mêmes choses, mais qu'avez-vous fait de pouvoir que vous avez eu pendant très très longtemps? Ça se répète. Donc, la garderie des enfants, par exemple, la garderie, c'est un problème qui se pose dans notre circonscription. Et la garderie, on ne voit pas seulement ça, on voit aussi les oppressions faites aux femmes à partir de la garderie des enfants. Déjà, il y a des femmes qui sont frappées par le chômage, et quand elles veulent aller travailler, chercher du travail, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas eu la place en garderie. Ça, c'est très, très, très important quand même. Il y a aussi les jeunes, la DPJ, vous savez très bien qu'au niveau de la DPJ, il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de santé mentale également. Dans notre circonscription, pas des choses comme ça, évidemment, qu'il faudra regarder. Mais il y a le problème, notre mode de vie, c'est-à-dire l'écologie aussi, ça s'incruste dans notre vie quotidienne en tant que telle. Hein? L'agriculture durable et tout ça, c'est des choses évidemment qui se posent dans notre circonscription. Et puis le transport aussi, la lutte que nous mettons contre le 3e lien, c'est tout de suite pas tout, mais ça va impacter, n'est-ce pas, ici nécessairement. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ah, il y a encore 30 minutes. Et puis bon, je me répéter, la chose qui m'est propre, c'est quand même le vieillissement. Et en tant que tel, dans notre Charlebourg également, je pense que j'aurais apporté, n'est-ce pas, cette idée-là.
hein, si 90% ou 80% des personnes veulent vivre chez eux et mourir chez eux, à ce moment-là, il faut tout faire pour les aider avec les domiciles collectifs. Je trouve ça intéressant votre question parce que moi je vis dans Jean Lesage et puis j'ai choisi de venir militer à Charlesbourg. Alors je peux vous parler des différences justement, puis effectivement il y a plus d'aînés ici. Mais il y a l'enjeu de la forêt Charlesbourg à protéger parce que c'est premièrement les citoyens la veulent, puis c'est nécessaire pour la qualité de vie. Mais si on regarde au niveau justement des initiatives là, au niveau de commerce ou des cafés participatifs, du spectacle, il y aurait peut-être des choses à faire ici là, au niveau de créer des nouvelles entreprises qui pourraient être des entreprises aussi au niveau de la crise climatique. Alors, des choses qui permettent le rapprochement. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors ici, hein, il y a le trait carré, il y a des enjeux au niveau du patrimoine. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, puis je pense que ça rejoint les gens. Puis les jeunes familles. Effectivement, ici, on me l'a dit, les services de garde sont insuffisants. Au niveau des initiatives citoyennes pour dynamiser, je pense qu'il y a une ouverture à avoir là-dessus. Au niveau culturel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du moulin des Jésuites, au niveau de la société historique, tout ça, il y a des choses. Je pense qu'il y aurait de l'espace pour ça. Puis bien naturellement, le transport ici, là, on est obligé d'avoir une voiture là, pratiquement. Là. Fait que ça, c'est un enjeu très important. Alors, moi, je pense que ça, c'est des enjeux qui vont rassembler la population, puis auxquels il faut répondre, les jeunes familles, l'accompagnement aux jeunes familles, l'accompagnement aussi naturellement aux femmes et à tout le monde. Merci, Anne. Et encore une question pour un homme. Je suis pas un homme. Donc, je laisse un autre 5 secondes, sinon je vais retourner aux femmes. Bon, alors moi, je voudrais savoir, toutes les deux, vous avez parlé de maladies mentales, OK? On sait très bien que avec le COVID, il y a eu beaucoup de cas qui ont été, je dirais, il y a 350 maladies mentales qui existent, bien sûr, mais avec justement les gens qui ont été pris seuls dans leur maison, etc., que ce soit les personnes âgées et même les jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans le quartier à ce niveau-là? Est-ce que je peux avoir votre nom? Joanne. Joanne. Je vais répondre à la question. Elle. Joanne, pour briser l'isolement, il faut créer des lieux de rencontre. Les cellules. Alors, il faut créer des lieux de rencontre. Puis au niveau de... Moi, pendant la COVID, je faisais des rencontres de groupe, normalement, avant la COVID, avec des personnes aînées, des ateliers de stimulation. Puis pendant la COVID, puis j'allais visiter les gens, fait qu'il y a des gens que j'ai pas pu aller visiter, mais on faisait des appels téléphoniques. Alors, la directrice, elle a eu un réflexe tout de suite de nous faire appeler les gens. Ça a fait une grosse différence. Alors, il y a des façons. Puis au niveau des jeunes, là, ce qu'il faut faire, c'est regarder les impacts. On le sait qu'il y a eu des impacts au niveau de la santé mentale. Mais pourquoi? Parce que justement, ces gens-là ont été isolés. Donc, comment on peut reformer, tisser le filet social, le tissu social? Comment provoquer que les gens se rencontrent? Bien, dans le quartier où je suis, à Mézeray, on a créé justement des trucs en agriculture urbaine où les gens travaillent ensemble, vont cultiver ensemble. Il y a le frigo partage, ça crée une petite communauté, les gens s'entraident, des projets de murales participatifs. Alors, il y a des façons de faire pour régler ça. Mais naturellement que Québec solidaire a été des premiers à demander qu'il y ait de l'aide psychologique, qu'il y ait du renfort. La CAQ voulait que les psychologues aillent donner des vaccins. Puis QS s'est opposé. Non, on a des impacts là, actuellement. Là. Ces gens-là ont besoin. Puis on a dans notre programme aussi
une augmentation, un soutien au niveau psychologique. Moi, je viens de ce milieu-là. Moi, je travaille avec les personnes. Je connais les impacts. Puis, je les connais au niveau des femmes qui sont restées chez elles parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Alors, il y en a eu des impacts, puis il y en a des choses à faire. Oui, mais je pense que la COVID-19, c'est une situation quand même assez particulière. Vous êtes tombé sur la tête comme cela et pour lequel nous ne savons pas encore les effets en tant que tels. Il faudra être attendu. Mais on a quand même déjà beaucoup d'éléments qui nous poussent à dire que, évidemment, il faut pousser les pouvoirs publics à prendre des mesures très, très, très énergiques pour aider ces jeunes-là qui, malgré eux, sont tombés dans cette situation d'isolement. Mais c'est la pandémie. Nous savons les pandémies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand des situations comme ça arrivent dans tous les pays, eh bien, l'espace de liberté qu'on nous accorde, on nous le reprend pour préserver le plus grand nombre. Et quand le vent est passé, on nous remet cette liberté. Donc, je suis parmi les gens qui reconnaissent que la situation est tout à fait particulière. Mais pour être particulière, il y a des effets incroyables. Pas seulement sur les jeunes, mais beaucoup plus sur les jeunes et sur tout le monde. Donc, moi, à ce niveau-là, je pense quand même que l'élément le plus essentiel, c'est que chacun y aille. C'est de créer des idées, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit dans nos communautés, pour essayer de réfléchir un peu comment allons-nous reprendre cette situation qui est tout à fait exceptionnelle. Mais la santé mentale, c'est un problème, nous tous, quelque part aussi, peut-être, nous sommes une clientèle de la santé mentale parce qu'il n'y a pas seulement la maladie mentale, mais il y a aussi le fait que cette situation a bouleversé tout le monde, y compris les travailleurs aussi, qui se levaient chaque matin pour aller travailler, mais on constate que nous tous, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, nous sommes impactés par cela, mais il faut y faire face. Donc, on serait rendu à une question d'un homme. 5 secondes. Est-ce qu'il y a une autre femme qui aimerait poser une question? Moi, je voudrais rebondir encore là-dessus. Eh oui. Georges, tu m'as déjà parlé d'histoire que dans le quartier, il y avait beaucoup de personnes âgées, tout ça, puis que justement, pour pas qu'ils soient seuls, tu avais un genre de plan. Oui, oui. Tu n'avais pas parlé de ça. Puis je trouve que c'est super important que tu en parles. Tu veux que je dise 2 mots là-dessus? Oui. Mais en fait, c'est tout simplement une application. On a fait avec un professeur qui est en mathématiques et en informatique, on a parlé, et ça s'appelle proxy gérontique. La proximité, la gérontologie. Excusez-moi, j'ai de la vallée de travers. Voilà. Alors rapidement, proxy gérontique, c'est proximité, gérontologie et technologie de l'information et des communications. C'est-à-dire dans le quartier, essayer de retrouver les valeurs humaines, primaires, c'est-à-dire que sans obligation, dans un quartier, que tout le monde sache qu'il y a ce programme qui nous permet tout naturellement, en vivant notre vie, que nous ayons un regard sur les besoins des personnes âgées. Et les gens qui acceptent d'être dans ce système-là peuvent entrer qu'il fonctionne avec la notification. Avec le téléphone que nous avons, si les gens sont dedans, il y a 20 personnes âgées dans notre secteur et il y a 400 personnes qui acceptent, y compris les familles, y compris la police aussi. Quand Georges Goma, qui a 95 ans, a besoin d'une baguette, il appuie et ça s'allume chez tout le monde. Et puis la personne qui est à côté dans l'IGA va prendre la baguette et la porte à Georges. Et les autres savent que c'est Georges qui appuie, donc le problème, il est réglé. Et c'est ça qui nous permet de reconstruire tout. Il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas normatif. C'est tout simplement être attentif à notre voisin à côté qui a un certain âge qui peut exprimer des besoins. Donc merci Joanne d'avoir... Ce sont nos discussions quotidiennes, hein? Donc nous parlons beaucoup, n'est-ce pas, des choses autour. Merci. On n'est pas toujours d'accord. Hein? Merci. Alors, comme la question était à Jean, je veux dire, au niveau des personnes âgées, comme je disais, c'est de créer des ressources, comme la ressource où je travaille, où est-ce qu'on a des ateliers de stimulation pour libérer les proches aidants, mais aussi pour mettre les gens ensemble. Moi, j'ai travaillé à des projets de réinsertion avec les jeunes où ils pouvaient créer des pièces de théâtre, ils pouvaient créer un café collaboratif,
Il y en a plein de façons de faire travailler les gens ensemble, puis de se connaître. Moi, dans mon quartier, tout le monde, je suis en contact avec les gens. On a des initiatives, là, Buy Nothing, là, où est-ce qu'on est sur Facebook, puis là, on met les objets dont on n'a plus besoin. Alors, les personnes viennent les chercher. Alors là, on fait de l'entraide, puis on se connecte de cette façon-là. Il y a toutes sortes de façons de dynamiser, mais aussi de valoriser le voisinage, de valoriser l'échange, puis l'entraide entre les voisins. Alors, au niveau de briser l'isolement, il y a des ressources pour ça, il faut les faire connaître, il faut les soutenir, il faut soutenir à la mission les organismes communautaires, les centres de femmes, faire connaître les maisons des jeunes. Il y en a 3 maisons des jeunes ici. Il y en a des initiatives. Au niveau des aînés, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des endroits que les gens... Est-ce que c'est peu connu? Peut-être. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut créer des fêtes de voisins? Moi, j'ai participé à des fêtes de voisins qu'on a créées, où est-ce qu'on ferme les rues. On peut demander à la Ville de Québec de fermer une rue et se faire une fête de voisins, à manger du blé d'Inde, puis à sortir la guitare. Fait qu'il y en a toutes sortes de façons puis au niveau de l'entraide humaine, c'est très important. C'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, puis il y a tout ça, mais on a besoin d'être ensemble. Merci beaucoup, Ève. Est-ce qu'il y aurait un homme qui a une question? Bon, on va me lancer encore. Là. Alors, ceci dit, les besoins sont criants à toutes les époques, là, du tout jeune âge à aîné. Pour avoir travaillé 35 ans dans CHSLD, personnes âgées, de ma part. Alors qu'en 1980, pour rentrer à l'hôpital général, c'est le maximum 3 mois d'attente, et que maintenant, c'est rendu 2 ans. Moi, je suis totalement pour le maintien au domicile au maximum. Et que comptez-vous faire pour inciter la politique, parce que j'ai connu 3 fusions, l'équipe Barrette nous a foutus dehors, et là, puis là, ils viennent de construire 2 centres high-techno pour des personnes âgées, alors qu'il manque déjà de personnel pour les places déjà existantes. C'est le non-sens. Alors, elle. D'accord. Alors, il y a d'ailleurs, il y a une proposition dans Québec solidaire de créer des maisons intergénérationnelles, puis c'est une approche qui répond très bien, parce que là, il y a la jeunesse et les personnes âgées, puis ça, c'est de le faire avant que les personnes soient rendues au CHSLD. Moi, j'étais représentante des usagers au CHSLD de ma mère, alors je connais très bien la réalité, puis j'ai souffert de voir le personnel soignant qui se sentait coupable parce que des fois, il devait partir, puis il laissait leurs collègues avec une petite équipe. En tout cas, j'ai tout vu ça. Là. Je l'ai vu, la réforme Barrette, là, ça a été terrible ce que ça l'a fait. Puis actuellement, on paye pour, mais on paye pour parce qu'en 2018, la CAQ, quand elle est rentrée, elle aurait pu s'en occuper. Toute la campagne, tout le monde, ça a été la loi sur la laïcité, ça a été les commissions scolaires qui deviennent des centres de services, ça a été toutes sortes d'affaires, sauf s'occuper des soins puis de la santé. Alors, il y a des solutions intermédiaires. Puis moi, je rêve de mettre sur pied des maisons intermédiaires qui permettent aux personnes, quand ils deviennent vraiment plus capables de rester à la maison, de pouvoir aller. Il y en a des ressources comme ça. Il y a à Trois-Rivières, il y a Carpe Diem. Il y en a même une ici à Québec, mais il n'y en a pas assez. Alors, il y a des solutions. Il y a les maisons Gelcar pour le répit. Il y a toutes sortes de solutions, mais ça prend vraiment, encore une fois, le gap, le fossé qu'il y a de la maison. Puis là, les gens ont peur, ils ne veulent plus aller en CHSLD. Fait qu'ils gardent leur personne jusqu'à temps qu'elle soit rendue au bout, puis eux-mêmes au bout. Là, c'est encore pire là, depuis la pandémie. Oui, je vais là-dessus. Alors, je vois qu'on est filmé, là, je vais dire une chose, celle-ci.
L'histoire des aînés, je connais Madame Marguerite Blais depuis 2013 pratiquement. Madame Blais m'avait invité à Montréal quand elle a fait la dédicace de son livre. Elle venait de perdre son mari également et toutes ces choses-là. Nous avons gardé une discussion avec Madame Blais, même sur LinkedIn, en tant que telle. Alors, l'institutionnalisation, je vous assure que l'institutionnalisation, derrière, il y a ce que nous combattons, le capitalisme. Vous savez très bien que construire, je lui ai dit, hein, je dis sous le contrôle de la caméra, si elle peut tomber là-dessus, elle se souvient pas. Je lui ai dit, vous savez, cette politique d'institutionnalisation, vous allez construire vos condos climatisés et tout cela, mais le vieillissement, c'est un événement temporel, c'est-à-dire que la vague des personnes âgées nées après la Deuxième Guerre mondiale va se disparaître à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on aura construit? Est-ce que tout l'argent qu'on met à construire le béton, on ne peut pas mettre cet argent-là pour le maintien à domicile ou bien les formes intermédiaires, comme tu viens de dire? Moi également, en Italie, j'ai vu les formes intermédiaires, là où il y a des jeunes étudiants et les personnes âgées qui utilisent les mêmes bibliothèques, qui vivent en symbiose. Donc, plutôt que de les parquer et faire la joie des promoteurs immobiliers, c'est mieux qu'on réinvestisse nos quartiers, qu'on rapporte la vie dans nos domiciles, dans nos quartiers, et ainsi de suite. Et cela se fait très bien. Ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est quoi? Est-il plus onéreux de prendre les gens ensemble au même endroit, ou bien c'est pour aller prendre en particulier? À première vue, on se dit, mais au même endroit, c'est moins cher. Mais quand on voit le fonctionnement des structures, ça bascule énormément au-delà. Et donc, le maintien à domicile devient nettement moins cher, moins onéreux que l'institutionnalisation qui implique des fonctionnements institutionnels, professionnels, le roulement et ainsi de suite. Merci. Merci. Donc, on serait rendu à une question d'une femme, puis je vais me permettre, je suis une femme. Et j'ai habité à Charlebourg presque toute ma vie, là, chez mes parents sur la rue du Vote. En fait, moi j'ai trouvé j'ai trouvé que Charlebourg, la façon dont c'est conçu, c'est assez individualiste, puisque tout le monde a sa petite maison, puis on parle un petit peu à nos voisins, on était quand même très actifs, puis on a eu la chance d'avoir des voisins assez motivés pour faire des rencontres de quartier là, une fois par année, mais maintenant je suis agent de sage, mes voisins, je les vois presque tous les jours. Là, donc comment vous allez vraiment, concrètement, là, si vous avez donc te parlé, toi Ève, là, des maisons pour les jeunes, je trouve ça quand même concret, on peut aller chercher les jeunes à l'école également, mais comment faire sortir les Charlebourgeois, je sais pas, de leur chez-soi, et vraiment faire que les gens réapprennent c'est quoi être en collaboration, la communauté, qu'est-ce que ça peut apporter, et en même temps lutter contre les problèmes de santé mentale en étant vraiment plusieurs et non chacun touche chez soi. En fait, c'est ma question là. Ève, vas-y. OK. Ben, moi, je viens du milieu de l'éducation populaire. Alors, l'éducation populaire, ça se bâtit tranquillement. Et puis, ben, des initiatives comme Croque mon potager Mézeray, qui sont les boîtes un peu comme ça se passe ici au niveau des incroyables comestibles, ça peut prendre plus d'espace. Il faut amener les gens dans cette découverte-là. Puis, il faut aller où ils sont. Alors, ça peut être dans les boisés. Comme tu dis, oui, c'est individuel, mais les gens souffrent de ça. Les gens ont souffert encore plus. Là, ils sont prêts, probablement, à sortir de leur maison, puis à participer à des initiatives ensemble. Comme là, actuellement, je participe à une initiative pour un centre social autogéré, qui serait un centre qui serait fait par les citoyens et pour les citoyens, qui répond aux besoins. Il peut y avoir là-dedans, il peut y avoir de l'agriculture urbaine, il peut y avoir un café-rencontre, il peut y avoir des lieux artistiques. Alors, de pouvoir créer des initiatives comme celle-là, puis des fois, c'est des petites actions, mais les gens, actuellement, sont prêts à ça. Donc, de proposer des initiatives comme celle-là. Puis c'est rendre le disons porte-à-porte, etc. Oui, c'est ça, ça peut être... Puis c'est ça, comme moi, j'en fais des visites à la maison, puis quand je sors avec les personnes âgées, on marche. Bonjour, bonjour. Elles sont contentes. Puis quand on les met en groupe, elles sont contentes. Alors, il s'agit de provoquer ça, c'est de provoquer des initiatives pour que les gens puissent se rencontrer et trouver le plaisir d'être ensemble,
plutôt que d'être. C'est sûr que tu es dans ta maison pour tout. Est-ce que tu as le réflexe d'aller à l'extérieur? Mais par contre, que quand tu y vas à l'extérieur, quand tu vas à la rencontre, là, tu sais le bien que ça te fait et tu en as envie. Merci, Ève. Georges? Ah, mais moi, je vais faire parler le sociologue en moi. Vous savez, l'individualisme, c'est pas l'individualisme, c'est quelque chose qui marque nos sociétés. On est individualiste et c'est pas forcément mauvais. Chacun a un espace public où on est avec les autres et a un espace privé où chacun se sent chez soi. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, comment créer le lien social, recréer le lien social. Et j'ai commencé aussi mon propos par rapport à l'effritement du lien social. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'information, il faudra réinventer des méthodes. Comme il faut réinventer la virtualité, il faut la faire avec aujourd'hui. La virtualité, on vit avec et on fait des choses avec. On travaille dans la virtualité et ça marche. Donc moi, à ce niveau-là, évidemment, comme on ne peut pas aller tirer les verres du nez de quelqu'un, on ne peut pas forcément lui demander de faire des choses, eh bien, créons des possibilités de passer des messages, de concorde, des messages d'amitié, des messages tels que ces valeurs que nous avons foulées au pied au cours de notre histoire à cause de cet individualisme qui a poussé vers une société capitaliste et tout cela. Ça va ensemble. C'est pas pour rien que je dis que, en fait, la question écologique, en fait, la transition économique et écologique, c'est fondamental. Nous visons loin et c'est très très difficile. Il faut changer la façon de faire l'économie, il faut changer la façon de faire les choses et si on change cette façon-là, les gens vont se retrouver dans notre humanité, une fois de plus qu'on a jeté, n'est-ce pas, au sol. Ça c'est très très important. Et si chacun à son niveau ne prend pas conscience de cela, eh bien j'ai bien peur un peu des lendemains qui sont les nôtres. Merci. Je vais regarder le temps. Donc, on s'est rendu déjà c'est la fin de la période de questions. Merci à toutes les personnes qui ont posé les questions. Donc, j'inviterai Georges à venir dire son mot de conclusion de 2 minutes. Non, ça va aller. Alors, mon mot de conclusion, c'est simplement dire que nous, les solidaires, nous avons raison. Nous avons raison sur ce que nous proposons. Parce que c'est bien évidemment ce qu'il faut quand on voit la lutte que nous menons pour le climat. Il n'y a que nous qui le menons en tant que tel, une fois de plus, et les Verts aussi. Les Verts, c'est parce qu'ils ne veulent pas se positionner. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que nous pouvons être contents de nous par rapport au travail extraordinaire que mène notre aile parlementaire. Alors, cette aile parlementaire, vous voyez très bien qu'on est le deuxième groupe d'opposition, mais c'est comme si à l'Assemblée, nous sommes le premier groupe d'opposition, parce que c'est nous qui apportons la contradiction à, n'est-ce pas, à la CAQ. Vous voyez, M. Nadeau-Dubois, Manon Massé, quand ils prennent la parole, ça fait trembler l'Assemblée nationale. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons aller dans ce sens. Et nous savons également que nos dévanciers, les icônes finalement, les figures de proue de notre parti, je vais parler de Amé Kali, Madame Françoise David, eh bien, tout ça, c'est des personnes qui nous donnent de la lumière. Ils nous donnent de la lumière par rapport, n'est-ce pas, à l'énergie qu'ils mettent à l'Assemblée nationale pour asseoir, n'est-ce pas, les idées de Québec solidaire. Donc nous savons que ce sont les idées de gauche, les idées pour l'humanité, les idées pour l'équité sociale, les idées pour la justice sociale, des idées pour la justice fiscale. Et tout cela, nous devons être fiers. Et le travail qui est fait est un bon travail. Et j'ose espérer que la prochaine élection, nous passons de 10 députés à 20 députés. Ce serait une chose formidable. Et je pense que nous pouvons le faire et nous sommes là. Si en nous retenant, nous allons travailler là-dessus. Et si on me retient également, je redis la même chose et je termine par là. Il y aura du sport dans Charlesbourg pour que Charlesbourg devienne, n'est-ce pas, solidaire. Mais en conclusion, moi je vais d'abord saluer le travail du comité électoral qui nous accompagne parce que depuis le début de l'investiture, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Ils nous ont informés, il y a eu de nombreux courriels, il y a eu une rencontre.
Il y a, et naturellement, le comité de coordination, hein, ce soir, mais il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a des courriels qui sont envoyés. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que ça implique, une investiture. Puis naturellement, ben moi, je vais remercier mon équipe, là, Olivia et Sophie. Vous allez pouvoir prendre connaissance du feuillet qui a été fait parce qu'on voulait faire des flyers, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre, je pense, chez les imprimeurs parce que je n'ai pas réussi à trouver une place pour faire l'impression. Alors, vous pouvez prendre des photos ou partir avec le feuillet. Puis j'ai laissé aussi un article que j'ai coécrit avec mes collègues du comité territoire et biodiversité du Fonds commun de la transition énergétique sur le territoire et notre responsabilité face au territoire, entre autres, et les solutions aussi qu'on peut mettre de l'avant. Donc, ce n'est pas fini. On est en crise climatique, mais il y a des solutions, il y a des gens qui veulent le faire, puis Québec solidaire veut le faire. Alors, en conclusion, pour Québec solidaire Charlebourg, pour Charlebourg, moi j'ai plein d'idées, puis j'ai vraiment le goût de travailler à la transformation ici. J'ai le goût de travailler avec les membres de QS. Puis au niveau national, bien, Québec solidaire est prêt à faire les gestes qu'il faut pour aller vers une réduction des GES, pour protéger la biodiversité, pour prendre soin des gens, pour prendre soin des milieux de santé, des milieux de l'éducation, de faire un vrai projet de pays, un vrai, déjà 0 seconde, mais je vais quand même finir avec ça parce que je l'avais promis. Parce que Amir me disait tout le temps, il faut que tu finisses avec un poème. Mais je ne l'ai pas, le poème. J'ai mon mot que j'ai pris dans une lutte féministe. Et c'est pas fini. On a vu des femmes se lever en chantant « Soyons vigilantes ». On l'a vu, l'union fait la force, car on sera féministe tant qu'il le faudra. Et on dit, sans même trembler, qu'on arrive à nous rassembler. Je suis toi et tu es moi. Et nous sommes les sources de changement, ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Je suis une source de changement et je suis prête de faire le changement avec vous. Oui, mais je veux bien, je prends. Vas-y, là, quand même. Oui, tout à fait, je le prends. Et puis aussi, simplement, tu m'as suscité l'idée, mais je voulais également remercier l'association de Charlebourg. Hein. Ça, c'est clair et net, je suis désolé. Vous savez très bien que l'association de Charlebourg aussi m'a invité quand même, j'étais à Lévis de l'autre côté, on a fait pour que je revienne à la maison. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et puis, je vais terminer par dire ceci. Le député de Charlebourg, M. Jonathan Julien, avec le bilan qui est le sien, j'ai décortiqué, j'ai regardé. Je pense que nous avons la ressource, n'est-ce pas, pour démolir ce budget-là, ce bilan-là. N'oublions pas que lui, c'est quand même le ministre en charge des ressources naturelles. Des ressources naturelles. Et quand on voit comment on détruit nos affaires à Charlebourg, je pense que nous aurons beaucoup de choses à lui dire. Merci les candidats, merci à tout le monde de s'être déplacé ce soir. C'est vraiment, cet après-midi, désolé. C'est vraiment apprécié d'avoir un débat où il y a du monde. Et j'ai quelques messages à vous dire. Premièrement, moi aussi, j'aimerais ça nous remercier tout le monde du comité de coordination, parce que c'est vraiment c'est du travail, faire du bénévolat à Québec solidaire, mais c'est pour une bonne cause. Puis je pense que c'est beau de voir ce qu'on est capable de faire, puis de rassembler les personnes de Charlebourg, justement. Puis je vous invite à vous joindre à nous. Ça peut être pour trucs sporadiques, etc. Nous avons également mis des codes QR ici pour accéder à notre page. On a un Québec solidaire Charlebourg. Donc, on va poster quand on a besoin de faire du tractage, des appels, etc. Ça, c'est une grosse année qui s'en vient devant nous. Donc, ça, je pense que ça peut être la meilleure manière là, de savoir au jour le jour là, comment nous aider. Sinon, on a aussi là, Olivia qui s'occupe de nos médias sociaux, qui poste plein de choses sur Instagram, sur Facebook. Donc, on a un autre code QR juste en dessous si vous voulez avoir des petits clips de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de nos mots d'ordre. Merci d'ailleurs, Olivia, de tout ce beau travail. Et donc, ça, c'était mon petit
point d'intendance. Et donc, n'oubliez pas aussi l'Assemblée d'investiture. C'est beau d'être là aujourd'hui, mais il faut voter par la suite. Ça se tiendra le mercredi le 4 mai à partir de 19h. Donc, je rappelle au pavillon du Jardin, au 5295 rue des Violettes. Donc, vous envoyez des courriels. On a un événement Facebook aussi, si vous êtes capable de nous dire si vous allez participer. C'est toujours plaisant pour nous de savoir le nombre de personnes qui vont y atteindre. Et nous avons le Catherine Dorion, députée de Tachereau, qui y sera, donc ça va être très plaisant. Pour le vote postal, les membres ayant demandé un vote, ils ont jusqu'au 30 avril pour nous l'envoyer. Et n'oubliez pas justement de nous laisser votre nom. Donc oui, il y a le Facebook, mais on a aussi Martine à l'avant qui peut prendre le nom si vous voulez participer pour nous aider là, à faire dans notre engagement, dans nos actions. Et merci beaucoup pour votre présence et de croire au parti. Et aussi, il faut vraiment quitter à 16h10, mais actuellement, il est quelle heure, Samuel? Il est 15h56. Prenez un petit temps là, jusqu'à 16h10 pour manger là, des petits gâteaux, prendre un café, parler entre vous. Et merci vraiment beaucoup. Oui, Monique? Merci de t'animatrice. Oui.